J'ai le plaisir de présider aujourd'hui la soutenance de Madame Brahimi Nouem pour l'obtention d'un diplôme de doctorat en troisième cycle qui s'intitule Études théoriques des surfaces à base de carbone, absorption des biomolécules et fonctionnalisation. Donc, les membres du jury sont professeur chez Tibi, Mohamed de l'Université de Annaba, Hassaniya comme examinateur aussi, docteur Hassaniya de l'Université de Guerma, Hassaniya Abdelghani, et l'encadreur Madame Moumni Hayat, ainsi que le grand encadreur Memcha Abdelrafiq. Donc vous avez tout le temps suffisant pour exposer votre travail de recherche. Merci Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, je suis très ravie de présenter mes travaux de recherche que j'ai menés durant ces 5 dernières années, sous la direction de professeur Mouni et professeur Memcha, au sein du laboratoire d'analyse industrielle et génie des matériaux de l'université OMI 45. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier les membres du jury pour avoir accepté d'examiner mon travail et pour leur présence aujourd'hui, professeur Beha Ben Hamza, professeur Shtaibi et docteur Hassaniya. Je tiens également à remercier mes encadrants, professeur Mouni et professeur Memcha, pour leur soutien et leur aide et leur accompagnement tout au long de ce travail. Donc l'intitulé de ma thèse est l'étude théorique des surfaces à base de carbone, absorption des biomolécules et fonctionnalisation. Pour ma présentation, je vais suivre le plan suivant. Je commence par une introduction. Ensuite, je vais donner une petite description sur la surface de DFC, suivie par une description de la théorie de la DFT. Ensuite, je vais présenter les résultats de l'étude de l'absorption des acides aminés sur la surface de DFC. Puis les résultats de l'étude de l'effet de la fonctionnalisation sur les propriétés de cette surface. Et je termine par une conclusion et perspective. Alors, dans le titre, on parle des surfaces de carbone, mais plus précisément de celles des couches minces. Donc, ce sont des trésors invisibles. Ce trésor invisible qu'on trouve dans plusieurs objets que nous utilisons quotidiennement. Ce sont des couches minces, ce sont des matériaux solides déposés sur des substrats avec une épaisseur généralement inférieure à 1 micromètre. Ces couches ont des propriétés optiques, électriques et mécaniques distinctes par rapport aux matériaux massifs, offrant ainsi des opportunités uniques pour l'innovation. Alors, les couches minces offrent 3 avantages majeurs. L'efficacité, elles peuvent être déposées de manière précise, ce qui permet d'optimiser l'utilisation des matériaux. Le contrôle sur l'épaisseur et la composition des couches minces permet de personnaliser leurs propriétés et leurs fonctionnalités. Elles peuvent être conçues pour répondre à des exigences spécifiques, ce qui les rend extrêmement polyvalentes. Donc, dans notre étude, on s'est intéressé aux couches minces DLC, dont l'objectif principal est d'examiner l'interaction entre les surfaces de revêtement et l'environnement du corps humain. Ensuite, évaluer l'impact de la fonctionnalisation sur les propriétés de la couche, tout en utilisant la théorie de la DFT. Passons maintenant à la description de la DLC. Donc, le DLC au Diamond Like Carbon est composé d'atomes de carbone liés en structure similaire au diamant avec des liaisons sp3 et des liaisons sp2 similaires à celles du graphène. Donc, pour créer des revêtements de DLC, 2 principales approches sont employées. On a le dépôt physique qui implique l'ablation d'un matériau source et son dépôt sur un substrat, et le dépôt chimique qui repose sur la décomposition de gaz contenant du carbone sur un substrat chauffé. On trouve aussi les méthodes hybrides qui combinent les 2 approches. Et on peut aussi trouver les dépôts chimiques en phase solution, tels que l'électrodéposition.
la dualité de la structure de DLC lui confère des propriétés intéressantes. Donc on a pour les propriétés physiques haute dureté, la résistance à l'usure, faible coefficient de friction. Propriété chimique, il est inerte chimiquement. Il résiste aux acides et aux bases. Il résiste à l'oxydation. Pour les propriétés électriques, haute résistivité, faible conductivité électrique. Aussi pour les propriétés mécaniques, haute résistance à la traction. Il a un module d'élasticité élevé et une résistance à la fatigue. Et on termine par les propriétés optiques, où il a un indice de réfraction élevé, transparence dans le visible et propriétés anti-réflexion. Donc le DSC aussi, il est très polyvalent, il est utilisé dans plusieurs domaines d'application. Dans le domaine biomédical, autant que le revêtement d'implants, les micro-aiguilles pour aussi la délivrance des médicaments. Dans le domaine électrique, il est utilisé dans les composants électroniques, tels que les transistors et les condensateurs. Dans le domaine mécanique, on les trouve dans les outils de coupe, les moules et le roulement à billes. Et pour le domaine optique, dans le revêtement anti-réflexion, les lentilles, les miroirs, etc. Donc la recherche et le développement dans le domaine de DLC sont en constante évolution, donnant lieu à des innovations prometteuses. Donc on a le DLC multicouche, où des couches de DLC avec des propriétés modifiées sont combinées pour obtenir des performances améliorées. On a aussi le DLC dopé. Là, on a des éléments spécifiques tels que les métaux sont ajoutés au DLC pour améliorer ses propriétés comme la conductivité. Et on a aussi le DLC fonctionnalisé, où dans ce cas, on a des groupes fonctionnels sont ajoutés, toujours pour améliorer les propriétés de notre surface. Passons maintenant à la théorie de la DFT. Cette théorie est un outil puissant qu'on utilise pour identifier la structure atomique et la structure électronique d'un système atomique ou bien moléculaire. On peut l'utiliser dans plusieurs domaines, dans la physique, la chimie quantique et la science des matériaux. Alors, les premiers travaux sur la DFT remontent aux années 1920 avec les travaux de Thomas et Fermi. Dans les années 1960, Hohenberg et Kohn ont posé les fondements théoriques de la DFT. Et depuis les années 1970, la DFT s'est développée grâce à l'essor des ordinateurs et de nouveaux algorithmes. Alors, le point de départ de cette théorie est bien l'équation fondamentale de la mécanique quantique, l'équation de Schrödinger, pour un système de n électrons. Mais cette équation, elle est très complexe, et sa complexité réside dans la fonction d'onde qui dépend de plusieurs variables. Alors, avec un grand système qui contient plusieurs électrons, cette équation est difficile à résoudre. Alors, l'approche de la densité de la théorie de DFT, alors contourner cette complexité en concentrant sur la densité électronique, en se concentrant sur la densité électronique qui dépend de juste 3 variables avec n'importe quel nombre d'électrons. Ce qui nous ramène aux principes fondamentaux de cette théorie, qui est le théorème de Hohenberg et Kohn, qui stipule que la densité électronique d'un système atomique ou moléculaire détermine complètement toutes ses propriétés électroniques, et aussi les équations de Conchin qui permettent de calculer la densité électronique en résolvant un ensemble d'équations autocohérentes. Et je termine cette partie par les applications de la DFT. Elle est utilisée alors pour comprendre la structure électronique des solides, des liquides et des gaz. Elle est aussi utilisée pour étudier les propriétés spectroscopiques des matériaux, tels que l'infrarouge, l'UV visible et la Raman, et aussi pour prédire les propriétés optiques des matériaux. Alors maintenant, on passe à nos résultats. On commence par l'étude de l'absorption des acides aminés sur la surface de DSC.
dans un premier temps, on a fait l'étude des molécules libres, commençant par la DLC. Donc, on a choisi de travailler avec 3 surfaces de DLC, dont le rapport sp3, sp2 varie entre 20-80 pour DLC1, 50-50 pour DLC2 et 80-20 pour le DLC3. Donc, la figure 1 représente la structure optimisée des différents types de DLC en utilisant le programme Gaussian 09. Et la figure 2 représente l'évolution de l'énergie totale des différents DLC par rapport au nombre d'étapes d'optimisation pour obtenir l'énergie minimale qui correspond à la structure la plus stable. Ensuite, on a déterminé les propriétés électroniques, commençant par les orbitales moléculaires frontières. Donc, comme leur nom l'indique, on a l'énergie, l'orbital HOMO qui est la dernière orbitale occupée. On a aussi l'orbital LUMO qui est la première orbitale inoccupée. Donc, la différence entre les deux donne l'énergie de gap. Cette valeur indicateur de la réactivité de notre structure. Plus cette valeur est faible, plus la molécule est réactive. Dans notre cas, on a le DLC1 qui est le plus réactif et le DLC3 le plus stable. Ensuite, à partir des énergies HOMO et HOMO, on a calculé ce qu'on appelle les descripteurs quantiques dans le vide et dans le solvant en utilisant les formules suivantes. Et les résultats montrent que le DLC1 présente une affinité électronique élevée et qui est la molécule la plus polarisable. Ensuite, on a identifié le potentiel électrostatique moléculaire. C'est une représentation visuelle de la distribution de la charge électrique avec un code de couleur où le rouge c'est la zone nucléophile, et le vert c'est la zone neutre et le bleu c'est la zone électrophile. Dans notre cas, les régions négatives qui présentent la densité ou elles présentent la densité électronique élevée sont principalement concentrées autour des liaisons C-liaison C. Et les régions positives, où la densité électronique est faible, principalement concentrées autour des atomes d'hydrogène. Donc on a procédé de la même façon pour nos biomolécules. On a travaillé avec des acides aminés, l'acide aspartique et lucine. La figure 5 représente les structures optimisées de ces deux molécules, toujours avec l'obtention de l'énergie minimale. Aussi, on a identifié les orbitales frontières pour chaque molécule et calculé les valeurs, les descripteurs quantiques dans le vide et dans le solvant, et identifié aussi le potentiel électrostatique moléculaire. Donc les résultats montrent que le ASP présente une affinité électronique plus élevée que la lucine, dans le vide comme dans l'eau. Et pour le potentiel électrostatique moléculaire, on observe que la zone riche en électrons se concentre autour de l'atome d'azote et l'atome d'oxygène, et la zone pauvre en électrons, c'est autour de l'atome d'hydrogène. Ensuite, on passe à l'étude de l'absorption. Donc, pour cette étude, les structures optimisées de DLC et acides aminés servent de point de départ pour simuler l'absorption. Donc, on a effectué plusieurs configurations pour chercher l'énergie minimale, et aussi un calcul de fréquence est effectué pour assurer l'absence d'une fréquence imaginaire. Donc la figure 8 représente la structure optimisée des systèmes étudiés. Avec 3 surfaces et 2 molécules, en tout on a 6 systèmes à étudier. Ensuite, on a calculé les énergies d'absorption pour les systèmes étudiés dans le vide et dans le solvant. Les valeurs d'absorption négatives, c'est un signe que le processus est exergonique. Aussi, on observe que ces valeurs sont en corrélation avec le rapport SP3, SP2. Donc, plus le rapport est faible, plus l'absorption est forte. Aussi, on remarque que l'absorption avec l'ASP est plus importante qu'avec lucine.
Donc pour le calcul de l'énergie de l'absorption, on a utilisé l'équation énergie-absorption égale à l'énergie du système moins la somme des deux énergies de l'absorbant et l'absorbant. Ensuite, on a calculé l'énergie de solvatation. C'est la différence entre l'énergie du système dans le solvant moins l'énergie du système dans le vide. Et les valeurs obtenues montrent que le complexe sont thermodynamiquement favorisés en solution aqueuse. On passe maintenant aux propriétés électroniques de nos systèmes. Commençons par les charges Mulliken. La figure 12 représente les variations des charges de Mulliken des surfaces DSC avant et après absorption. Et l'analyse des charges partielles des atomes de DSC n'a pas mis en évidence des modifications significatives indiquant un transfert de charge faible. Ensuite, on a calculé la distance intermoléculaire entre la surface et les acides aminés, toujours dans le vide et dans le solvant. Donc la valeur de ces distances sont aux alentours de 3 angstroms. Cette distance est considérée comme trop importante pour la formation d'une liaison covalente. Donc c'est dans le vide et dans le solvant. Ensuite, on a effectué une analyse DOS. Cette analyse détermine la distribution des niveaux d'énergie dans le système. Donc, après la figure 11 représente les spectres DOS des différents DSC avant et après interaction avec les acides aminés. Et les résultats montrent une diminution de l'énergie de gap. Cela indique une introduction de nouveaux états électroniques près des bandes de DLC. Elle est plus prononcée avec la lucine, améliorant ainsi la conductivité de la surface de DLC. Et ensuite, des observations similaires sont obtenues dans la phase aqueuse, comme il montre le tableau 6. Aussi, on a déterminé les propriétés thermodynamiques en calculant l'énergie libre de Gibbs et les enthalpies à partir des formules suivantes. Donc, les résultats montrent des valeurs négatives de ΔH, ce qui indique un processus exothermique. Donc, on a un dégagement de chaleur. Et puis, pour les valeurs aussi pour ΔH sont négatives, donc c'est indicateur d'un processus spontané. Aussi, l'absorption, on observe que l'absorption sur la surface DSC est thermodynamiquement plus favorable que celle des DSC2 et DSC3. Ensuite, on a effectué, pour bien comprendre l'effet de l'absorption des biomolécules sur la surface, on a fait une analyse infrarouge. Donc, la figure 12 représente les spectres infrarouges des molécules libres et des complexes après absorption. On a analysé les molécules libres et le système. Donc, pour les molécules libres, en commençant par le DLC, on observe une bande d'absorption à 3100 et à 2900 pour attribuer à la vibration de la liaison CH, SP2 et SP3 respectivement. Donc, pour les acides aminés, on a 3680 et 3688 pour l'ASP et 3671 pour la lucine attribuée à la vibration de la liaison OH. Et puis on a à peu près 1800 et à 1600 pour l'ASP et lucine, c'est attribué aux vibrations de la liaison C double liaison O et la liaison NH. Après l'analyse des spectres dans le système, on observe une absence de nouvelles bandes dans les spectres, ce qui confirme la nature physique de notre absorption. Aussi, on a effectué une analyse MBO. Cette analyse permet d'étudier la délocalisation électronique entre les molécules, mis en évidence les interactions des orbitales occupées et inoccupées, révélant ainsi le transfert de charge qui stabilise le système moléculaire. Ces interactions sont quantifiées par l'énergie de perturbation de son compte d'ordre,
dont la formule est la suivante. Alors, une valeur élevée de cette énergie indique une délocalisation électronique importante, contribuant à la stabilité globale de la molécule. Donc, les résultats obtenus montrent que l'énergie de perturbation associée à l'absorption de l'ASP sur le DLC sont supérieures à celles de la leucine dans le vide et dans le solvant. Et pour terminer cette étude, on a effectué une analyse atome dans la molécule, c'est AEM. Donc la figure 13, c'est les graphes moléculaires des différents systèmes étudiés. Donc cette analyse détermine la nature des interactions entre les molécules en calculant des paramètres topologiques au point critique de liaison, donc à savoir la densité électronique, Laplacien, et le potentiel global de l'énergie, et V, la densité locale de l'énergie potentielle électronique. Alors pour nos résultats, on a trouvé que la densité est inférieure à 0,1, ce qui est indicateur d'interaction faible, donc liaison hydrogène ou bien Van der Waals. Aussi pour Laplacien, il est positif, ça veut dire qu'on a un appauvrissement de charge au point critique de liaison. Et après, d'après Rosas et Hall, si Laplacien est positif et H est positif, il s'agit alors de surface des interactions électrostatiques. Et puis on a calculé les énergies d'interaction qui est égale à la demi de V, où V est la densité locale d'énergie potentielle électronique. Et les résultats montrent que l'interaction intermoléculaire la plus forte se produit avec les deux acides aminés et le DLC1. Passons maintenant à l'étude de l'effet de la fonctionnalisation sur les propriétés de DLC. Donc, dans cette étude, nous avons introduit deux groupes fonctionnels à la surface de DLC. On a le groupe carboxyle, hydroxyle et amine. Et la figure 14 représente la structure optimisée de DLC pur et DLC fonctionnalisé. Ensuite, on a analysé les paramètres géométriques. Donc, on a la longueur, le tableau 9 représente la longueur de liaison et des angles de liaison de DLC et du FDLC. On remarque un changement dans la longueur de la liaison caractéristique, qui va de 1,08 à 1,47, 1,36, 1,39 pour le COH, OH et NH2. Cela est dû à l'effet de la différence du rayon covalent. Aussi, on observe un réajustement des angles pour minimiser la répulsion globale, et ça, c'est dû à l'électronégativité des atomes introduits. Aussi, on a déterminé les propriétés électroniques, commençant par les charges dominicanes. On a la figure 15 qui représente les charges dominicanes de DLC libre et du FDLC. À partir de cette figure, on observe que la perturbation est importante au niveau des atomes C24, C25 et C12. Et le tableau 10 représente les charges dominicanes de ces atomes. Donc, en analysant les résultats, on trouve que le C24 devient plus positif avec l'introduction des groupes fonctionnels. Et pour le C25 et C12, plus négatif. Ça c'est l'influence de l'électronégativité sur les charges dominicanes. Et puis pour les C25 et les C12, diminution de la charge, elle devient plus négative, dû à l'effet inductif du groupe fonctionnel. Ensuite, on a déterminé les orbitales aussi moléculaires frontières et on a calculé les descripteurs globaux. Donc, pour la distribution des orbitales HOMO et LIMO pour le DLC pur, on remarque une distribution similaire des orbitales HOMO et LIMO dans toute sa structure. Par contre, pour le FDLC, c'est une variation distincte. Ensuite, pour la stabilité chimique, à partir des valeurs des descripteurs quantiques, on déduit que le COH-DSC est le moins stable, avec une valeur d'énergie gap qui est égale à 3,97, et la plus d'affinité électronique est plus polarisée.
Aussi, on a identifié le potentiel électrostatique pour le DLC pur et DLC fonctionnalisé. Donc pour le DLC pur, on a toujours la zone riche en électrons se concentre entre la liaison C double liaison C. Et pour le FDLC, la zone riche c'est autour de l'oxygène et l'atome d'oxygène et l'azote d'atome, et l'atome d'azote, pardon. Et la zone pauvre en électrons, c'est autour de l'atome d'hydrogène. Aussi, afin de décerner le comportement unique de chaque site atomique, on a calculé les descripteurs locaux en utilisant les fonctions FQ, F- et F+. Donc, on a F- c'est pour l'attaque électrophile, F+ pour attaque nucléophile, et puis on a à déterminer le descripteur double qui est égal à la différence entre les deux. Une valeur positive, c'est acceptation des électrons favorisés, et pour des valeurs négatives, c'est une propension au don d'électrons indicatifs des sites préférables pour l'attaque électrophile sur le système au point K. Donc à partir des résultats, on trouve que pour le COH-DLC, l'atome le plus électrophile c'est le C15 et le plus nucléophile c'est le C25. Pour le HDSC et NHDSC, l'atome le plus électrophile c'est le C25 et le nucléophile C3 et C15 respectivement. Aussi, on a effectué une analyse aussi DOS. Dans cette analyse, on observe l'introduction des états électroniques, principalement pour le COH-DLC, où l'IMO devient l'IMO-1. Ensuite, on a calculé l'énergie de Fermi. L'énergie de Fermi est égale à l'énergie HOMO plus l'énergie de gap sur 2. Alors pour le COH-DSC, le calcul de Fermi se déplace, la valeur de Fermi se déplace vers des valeurs plus négatives qui augmentent le caractère accepteur des électrons. Pour le OH-DSC, les effets sur l'énergie de Fermi sont moins prononcés que pour le COH-DSC. Et enfin pour le NH2-DSC, elle présente une légère augmentation de l'énergie de Fermi, suggérant un effet donneur d'électrons. On passe maintenant aux propriétés vibrationnelles. Dans un premier temps, on a fait une analyse infrarouge. La figure 20 représente les spectres infrarouges de DSC et FDSC. Donc l'introduction de groupe COH sur le DSC montre des bandes infrarouges à 1700. C'est caractéristique aux vibrations de valence C double liaison O. À 1200, c'est les vibrations de valence CO. Et à 3600, c'est les vibrations de valence de la liaison OH. Cette vibration elle est observée aussi dans le composé OH-DLC, avec une bande aussi de CO à 1200 cm-. Pour le DSC avec le groupe NH2, on a la bande à 3300, c'est attribué à la vibration de valence NH. À 1600, c'est la vibration de déformation aussi NH, elle est plus faible. Et à 1200, c'est les vibrations de la liaison C1. On a aussi effectué une analyse UV visible. La figure 21 représente les spectres UV visibles du DSC et FDSC. Et l'introduction des groupes fonctionnels donne un décalage hypsochrone entraînant l'extension de la longueur d'onde d'absorption maximale vers les régions de longueur d'onde plus courte. Donc on a un décalage vers le bleu. Ensuite, on a étudié les propriétés optiques non linéaires en calculant les paramètres, à savoir le potentiel, le moment dipolaire statique, la polarisabilité, l'antistropie de la polarisabilité et l'hyperpolarisabilité du premier ordre.
Donc les résultats de moments dipolaires, donc le transfert de charge interne est plus fort dans le COH-DLC, donc une polarité accrue, meilleure solubilité de COH-DLC. Les résultats de la polarisabilité montrent un nuage électronique plus déformable dans le cas des FDLC. Ensuite, pour l'anisotropie de la polarisabilité montre que la distribution de charge est très asymétrique, liaison chimique fortement polaire avec le COH. Et enfin, les valeurs de l'hyperpolarisabilité montrent une réponse optique non linéaire renforcée. On a déterminé aussi les paramètres thermodynamiques en calculant toujours l'enthalpie et l'énergie Gibbs. Et on a aussi trouvé que les delta H sont des valeurs négatives, donc c'est un processus toujours exothermique, et delta G négatif, donc c'est un processus spontané. Aussi, le composé COH-DSC est thermodynamiquement plus favorable que le OH-DSC et NH2-DLC. Ensuite, on a fait une étude des interactions. On a effectué une analyse MBO. Donc, les résultats obtenus pour le COH-DLC présentent plusieurs interactions. Donc, c'est un double comportement électronique, électrophile et nucléophile. Indique une réactivité mixte qui traduit une stabilisation électronique étendue, une forte intégration au DSC. Pour le OH-DSC, il a un rôle clairement nucléophile dû à la forte donation de paires libres LPO55 ici montré dans le tableau. Donc c'est une interaction unique mais très intense, indique une bonne capacité de délocalisation locale, mais moins de complexité que le COH. Pour le NH2-DSC, aussi un rôle nucléophile. Donc le tableau montre le LP155 qui donne au antiliant PC25, C24 et 25. Donc c'est une interaction aussi localisée, mais moins de synergie orbitale. On a aussi effectué une analyse AIM en calculant les paramètres topologiques au point critique de liaison, donc la densité électronique, Laplacien, etc. Donc les résultats montrent que la densité elle est inférieure elle est supérieure à 0,2. Et puis on a Laplacien qui est négatif et H négatif. Donc il s'agit bien d'une bande covalente entre le groupe fonctionnel et la surface de DLC. Et enfin, je termine cette étude par l'analyse des interactions non covalentes en utilisant le gradient de densité réduit. Donc la figure 23 représente le graphique de dispersion RDG en 2D et isosurface 1C en 3D pour DSC et F DSC. Donc après l'introduction des groupes fonctionnels, on remarque une variation dans ces interactions non covalentes, principalement pour le COH DSC, où on remarque une augmentation des interactions de Van der Waals. Donc pour conclure, cette étude présentée dans cette thèse a porté sur l'investigation théorique de l'absorption des acides aminés sur des surfaces de carbone de type diamant, sur l'impact de la fonctionnalisation de ces surfaces par différents groupes fonctionnels, sur propriétés structurales, électroniques, vibrationnelles, analo, etc. du DSC. On a étudié l'influence du rapport SP3, SP2 sur l'influence du rapport SP3, SP2, et on a vu que la variation de ce rapport dans la structure DSC influence directement l'énergie d'absorption des acides aminés. Et un contrôle précis de ce rapport permettrait de moduler les interactions entre les biomolécules et les surfaces DSC, ouvrant la voie à des applications de sélectivité moléculaire. L'étude
de la nature des interactions avec l'analyse MBO et IM, ont révélé que les interactions de Van der Waals et liaisons hydrogène sont prédominantes dans l'absorption des acides aminés sur les DLC. Cette compréhension fine des mécanismes d'interaction est cruciale pour concevoir des biomatériaux optimisés. Ensuite, pour l'impact de la fonctionnalisation, donc la fonctionnalisation des surfaces DLC avec des groupes COH, OH et NH2 modifie de manière significative leurs propriétés électroniques, structurales et optiques non linéaires. Aussi, l'introduction de SIGO fonctionnels crée des nouveaux états électroniques augmentant la réactivité chimique et améliorant les propriétés optiques. Ces modifications permettent d'envisager des applications avancées dans des domaines tels que les capteurs biologiques et les dispositifs optoélectroniques. Et pour les perspectives futures, donc l'extension de cette étude, c'est l'absorption de la protéine entière sur les surfaces de DSC. Donc c'est une étape cruciale pour évaluer le potentiel de ces matériaux dans des applications cliniques. Et aussi une étude approfondie de la fonctionnalisation et de l'absorption. Donc nous envisageons d'explorer en détail l'impact de différents types de fonctionnalisation sur les propriétés d'absorption des surfaces de DSC. Donc cette étude permettra de déterminer les groupes fonctionnels optimaux pour des applications biomédicales spécifiques. Ces études ont fait l'objet de plusieurs participations au séminaire international et national, et aussi en font l'objet de 2 publications internationales dans des revues scientifiques de classe A. Et merci pour votre attention.